fois, dans les temps anciens, un paysan paresseux et gourmand vivait avec sa femme qui attendait un enfant. Cet homme, de son vrai nom Abdelbassi, était surnommé Krémissa, petite figue. Il devait ce surnom à son appétence pour les figues, qu'elles soient fraîches ou séchées. Krémissa en raffolait. Certains disaient qu'il aurait donné son âme pour une petite figue. Krémissa vivait chichement, il ne possédait ni verger ni champ et travaillait pour les autres quand il travaillait. Il travaillait avec parcimonie, mais mangeait avec appétit. Et voilà ce qu'il en est advenu à cause de sa gourmandise. Un jour, il est allé au souk pour acheter ce qu'il fallait pour la veillée de Eneir, le jour de l'an. Il a enfilé sa djellaba parce que c'était en janvier, il faisait froid. Il a saisi son bâton et il a pris la route. Il a marché, il est arrivé au souk et il a acheté quelques figues séchées indispensables pour célébrer la nouvelle année. Et oui, pas de Eneir sans figues. Bon, à cette occasion, les gens, comme le veut la coutume, achètent pour leur famille. Ils achètent des fruits secs, des amandes, des noix, des noisettes, des dattes, des pruneaux, mais surtout des figues séchées. Pas d'Eneir sans figues séchées, c'est comme pas de Noël sans chocolat. Krémissa, comme il était pauvre, il s'est contenté d'une bonne petite besace remplie de petites figues et le voilà de retour en direction de la maison avec son bâton et sa besace remplie de figues. Il marchait, mais il était fier de lui, mais son trésor, il l'a mis dans la capuche et de temps en temps, il était tenté d'y goûter. Et il se retenait, mais il n'a pas réussi à se retenir longtemps. Et puis, il a mis sa main dans la besace, il a sorti une figue et il a dit « Krémissa matkhli'ouka » Une petite figue n'a jamais vidé un sac. Ça se verra même pas que je l'ai mangée. Et il a mangé la figue. Sauf que plus loin, il a replongé sa main, tout en disant « Krémissa matkhli'ouka » Une petite figue n'a jamais vidé un sac. Et on a mangé une autre, et une autre, et une autre. Et oui. Justement, son sac s'est vidé, ou presque, il n'en restait plus qu'une seule, la dernière figue. Il l'a prise entre ses doigts, il a regardé, il a dit « Oh, ça ne sert à rien de la laisser. Pour la partager avec ma femme, autant la manger. Une figue coupée en deux, ouf. » Et au moment où il allait l'engloutir, la figue a glissé de sa main et elle est tombée par terre à ses pieds dans une petite crevasse. Il était désolé. Krémissa s'est penché et avec son bâton, il a essayé d'extirper la figue, mais sans y parvenir. Et comme c'était un homme positif, il a dit « c'est pas grave, je l'ai semé. » C'est pas grave. Il a regardé et puis il lui a dit « Petite figue, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas laisser tes racines pousser, demain tes feuilles vont se déployer et après-demain, tu nous donneras des figues à goûter. » Le voilà parti chez lui, les mains vides, sa femme. « Alors, elles sont où les figues d'Eneir ?»« Oh, tu sais ma femme, j'ai bien réfléchi. Au lieu de les manger, je les ai semées. Oui, je les ai semées et tu vas voir, nous allons avoir un verger très vite. » Ah oui. Et c'est mieux, c'est mieux d'avoir un verger parce que comme ça, nous aurons des figues toute l'année. Nous aurons des figues fraîches et nous aurons des figues séchées.
Sa femme, elle a réfléchi un moment, mais elle voulait pas. C'était une gentille femme, elle voulait pas le vexer. Elle lui a dit, c'est bien mon mari, tu es très prévoyant. Ce que mari veut, la femme le veut. À la fin de l'hiver, la femme lui a demandé, alors tu es allé vérifier si les figuiers ont poussé? Oh, mais arrête, tu es trop pressé. Mais va voir au moins ton verger, non? Ah, patiente un peu. Elle a patienté et quelque temps après, elle a recommencé. Marie, va voir si tes figuiers ont poussé. Oh, tu me harcèles. Oh, elle a encore patienté. Et à l'automne, elle lui dit, écoute, va vérifier si ton figuier ont poussé. Et l'homme a pris son bâton, il est sorti, il a marché, et du haut de la colline, il a regardé, oh, en aval. Il a reconnu, il a vu un verger, il a reconnu les figuiers, les feuilles verdoyantes des figuiers. Il est revenu voir sa femme, il a dit, tu ne vas pas me croire, ma femme. Mes figuiers ont poussé, mais complètement poussé. Et je suis sûre qu'ils ont donné des figues. Allez, tends-moi ce sac, je vais aller en ramasser. Et voilà Crémessa, avec son bâton et son sac, se dirigeant vers ce figuier. Il ne savait même pas à qui il appartenait. Il a marché, il a dévalé la colline et il est arrivé dans le verger. Mais effectivement, oh, un festival de couleurs et de senteurs. Il y avait toutes sortes de figues, des blanches, des noires, des jaunes, oh, des vertes, toutes fendillées, oh, gorgées de miel et de soleil. Et Crémessa a commencé d'abord par manger. Il s'est rempli la panse et ensuite il a commencé à remplir son sac. Alors il en mettait dans sa bouche encore et dans le sac. Et quand le ventre est plein, il appelle la tête à chanter. Alors il a commencé à chanter. Il a chanté tellement fort qu'il a alerté la propriétaire du verger. Le pauvre Crémessa ne pouvait pas savoir que la propriétaire de ce verger était Teriel, l'ogresse. Et il a vu une femme arriver, bien habillée, bien jolie. Elle s'est approchée de lui et elle a crié en écartant les bras. « Oh, mon neveu, mon cher neveu, je t'ai reconnu au premier coup d'œil. Oh, je ne t'ai pas vu depuis que tu étais petit, mais wallah que je t'ai reconnu. Je suis ta tante maternelle, la sœur de ta mère. » Ah bon? Mais je ne savais pas que j'avais une tante maternelle, a dit Crémessa. Mais bien sûr que tu ne pouvais pas le savoir, tu étais tout petit quand la vie nous a séparés. Oh, mon enfant, rappelle-moi ton nom. Crémessa, je m'appelle Crémessa. Que c'est mignon, Crémessa. Mais que fais-tu dans la vie, Crémessa? Oh, je suis saisonnier, Khamès. Je travaille quand je trouve du travail. Je ne suis pas bien riche et c'est pour ça que je suis venue chercher quelques figues. Bah, tu as bien fait, c'est mon verger, mon neveu. Mais prends tout ce que tu souhaites, prends, tout est à toi. Mais tu sais, chez moi, tout coule à flot. Les figues, l'huile d'olive, le lait, le blé. Oh, mais mon neveu, es-tu marié? Oui, je suis mariée et ma femme, justement, vient d'accoucher d'un petit garçon. Oh, que c'est mignon un bébé, que c'est mignon un bébé. Mais alors, va chercher ta femme et ton bébé et venez vivre ici. Mais moi, je n'ai personne, mais je suis contente de t'avoir retrouvé, mon neveu.
Tu seras mon héritier. Viens, c'est chez toi. » Oh, Clémessa était heureux. Il venait d'ouvrir les portes du paradis. Ah, qu'est-ce qu'il était content! Et il a couru prévenir sa femme. « Oh, viens, dans mon verger, il y a ma tante. On va aller vivre chez elle, tu verras, on ne manquera de rien. Elle a tout ce qu'on veut pour manger, des figues, des olives, de l'huile d'olive, il y a du blé, il y a du lait. Elle a des troupeaux de vaches. Elle est riche, on ne va manquer de rien. » « Ah bon? Ta tante? Mais je ne savais pas que tu avais une tante. Mais moi non plus, figure-toi. Mais c'est le ciel qui me l'envoie. Allons, allons, ma femme. Allez, viens, viens, suis-moi. » Eh ben, ce que Marie veut, la femme le veut. Elle a suivi. Elle est arrivée chez cette soi-disant tante. Mais c'est vrai qu'elle a été bien accueillie, elle leur a offert à manger, elle leur a offert du beurre, elle leur a offert de la viande, elle leur a offert de quoi faire un couscous. Mais la femme avait une sorte d'inquiétude, vous savez, l'intuition féminine. Elle était inquiète malgré tout, elle n'était pas tranquille. Mais ils se sont installés chez la tante. Il y avait une sorte de petite chaumière, ils vivaient là, à côté de la ferme de la tante. Et Clémessa allait travailler, hein, justement, il y avait des troupeaux, il fallait qu'il s'occupe des troupeaux, du verger, des champs. Hein. Mais il était tellement content et fier de sa tante qu'il a trouvé toute l'énergie qu'il lui fallait. Parce qu'il mangeait bien en plus. Hein, ouais. Pendant qu'il travaillait, la femme, elle, s'occupait de ce qu'il fallait faire dans la maison et elle allait chercher, avec sa cruche, elle allait chercher de l'eau à la rivière. Et quand elle revenait, elle surprenait la tante en train de rôder autour de leur chaumière. Et encore plus étrange, quand elle rentrait, elle trouvait son bébé tout cyanosé et tout gluant, rempli de bave. Ah, c'est inquiétant. Elle en a fait part à Clémessa en lui disant « Tu sais, je m'inquiète, notre bébé, je le trouve tout gluant, mais ta tante, moi, je sais pas, elle me fait peur un peu. » « Oh, mais c'est parce que tu es jalouse. Elle est riche, elle est belle, elle est gentille. Mais ce n'est que de la jalousie, ma femme. On n'est pas bien là, regarde. On a tout ce qu'il faut. Et regarde les figues. Tu en as mis à sécher. Hein? Et regarde tout ce que nous avons à manger. On est bien, ma femme. Allez, ne crains rien. » Et avec le temps, la femme s'inquiétait et son bébé, elle continuait à le trouver gluant. Et puis un jour, elle a voulu en avoir le cœur net. Elle est arrivée tout doucement de la rivière avec sa cruche et sans se faire entendre, elle s'est approchée et elle a regardé par la porte entrebâillée et elle a trouvé l'ogresse en train d'avaler et de recracher le bébé en disant « Oh, les enfants des Arabes sont gluants, gluants. Les enfants des Arabes sont gluants, gluants. » Entendre par arabe nomade, paysan. Hein? Alors là, la femme a compris. Elle a compris que c'était une ogresse. Quand son mari est revenu, elle lui a tout raconté, mais il n'a rien voulu entendre. Et le lendemain, très tôt, la femme a saisi son bébé, elle l'a caché, elle a emmailloté le pilon en bois, elle l'a mis dans le berceau à la place de son bébé et elle a pris sa cruche d'eau et elle a fait semblant d'aller à la rivière. L'ogresse, rassurée par sa présence, elle est venue rôder et elle a vu que le bébé était dans le berceau, mais ce jour-là, la femme a bien fait de s'enfuir parce que c'est le jour
que l'ogresse a choisi pour dévorer toute la famille. Elle s'est dit, je vais attendre que les parents soient tous les deux présents, je les mange tous les deux et ensuite je prends le bébé en guise de dessert. Sauf que la femme ne venait pas et c'est Crémessa qui est arrivée. « Oh ma tante, quel honneur tu nous fais, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un honneur et ma femme n'est pas présente. » Oh, où est-elle donc passée? Ah, le bébé est dans le berceau, elle va pas tarder parce qu'elle doit l'allaiter et elle te fera un café, ma tante. L'ogresse ne répondait pas. Tu crois qu'elle va revenir? Oui, oui, elle va pas tarder, elle va pas tarder. Ils ont attendu. Et la femme n'est pas revenue. Et l'ogresse s'est impatientée. Elle s'est tournée vers Crémessa et elle lui a dit: Crémessa, menine nebedek. Crémessa, dis-moi par quel bout je dois te commencer. Ma tante. Ma tante. Je ne plaisante pas. Hein? Vas-y, parle. Par quel bout veux-tu que je te commence? Et Crémessa a compris qu'effectivement sa femme avait raison et qu'il avait affaire à une ogresse et qu'il allait mourir. Courageux, il lui a dit: allez, va, commence-moi par les oreilles qui n'ont pas écouté ma femme, la fille de ma tribu. Et hop, elle lui a mangé les oreilles. Menine de Bdek. Elle a continué. Par quel bout veux-tu que je te commence à chaque fois? Je continue. Ah, ma tante, commence-moi par les mains qui n'ont pas voulu tenir la main de ma femme, ma cousine, la fille de ma tribu. Elle lui a mangé les mains. Ninebdek, commence-moi par les pieds qui n'ont pas voulu suivre ma femme, ma cousine, la fille de ma tribu. Et hop, elle lui a mangé les pieds et tout le reste. Ensuite, elle s'est tournée vers le pilon et elle l'a avalé d'un coup sec comme elle avait l'habitude. D'habitude, il était mou. Hein? Donc, elle l'a avalé très vite. Sauf que là, c'était du bois et qu'il est resté accroché dans sa gorge. Elle s'est débattue et elle est morte, étouffée. Pendant ce temps, la femme, elle, a couru et elle a réussi à retrouver sa tribu, les siens. Elle a pleuré, elle leur a dit que Crémessa, il était en danger, que l'ogresse allait le dévorer. Et tous les hommes se sont mobilisés. Qui avec une fourche, qui avec un bâton, qui avec un sabre. Et les voilà partis pour défendre Crémessa. Et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. C'était trop tard, ils ont trouvé l'ogresse morte et aucune trace de Crémessa. Ils ont compris qu'elle l'avait avalée. Et voilà comment la gourmandise de Crémessa l'a précipité dans la mort. Hein? Il a perdu la vie, Crémessa. Et pour moi, qui ai raconté un bâton et un figuier, et pour vous qui avez écouté un bâton et un verger.